Écoutez, messieurs, dames, c'est parti. Donc, bienvenue à cette présentation qui s'intitule donc Entrepreneur freelance, choisir le bon statut pour bien démarrer. Donc, présentation qui est organisée vraiment avec l'INSA Lyon. Donc, dans cette présentation, nous allons voir les modalités, démarches, avantages et inconvénients des trois grands dispositifs de facturation. L'idée, c'est de dégrossir un petit peu le monde de l'entrepreneuriat et les différents éléments et contextes qui correspondent à chacun de ces dispositifs de facturation, de chacun de ces statuts. Je suis Arnaud. Je suis un ancien consultant. J'ai exercé en salarié et en freelance. Au niveau de mes références, il y a Accenture, Price et Capgemini. Ensuite, j'ai développé et géré un organisme de formation qui faisait du portage administratif Calliope. J'ai dû l'arrêter en cause de réglementation de l'État qui devenait de plus en plus contraignante. Donc, ça rendait mon activité un peu moins pertinente. Donc, j'ai décidé de l'arrêter et de faire une transition vers le portage salarial. On est en plein développement. Ça fait à peu près 2 ans qu'on existe. Et donc, j'ai mis développement plus que gestion, dans le sens où j'ai un associé qui, lui, a toute l'expertise technique, juridique, RH, paye, nécessaire pour la gestion de l'activité. Donc, c'est plus lui qui s'occupe de la gestion vraiment interne. Au niveau de mon objectif de cette présentation, si vous êtes en conseil en tant qu'acteur dans le portage salarial, c'est vraiment un dispositif qui est adapté aux consultants qui se lancent en freelance. Si vous faites du conseil en freelance, l'idée c'est de pouvoir être un point d'entrée, de pouvoir être contacté pour voir si notre fonctionnement vous correspond et vous intéresse. Et si vous n'avez pas prévu de vous lancer comme consultant en freelance, c'est de pouvoir être un point d'entrée, être connu comme un acteur du portage salarial. C'est-à-dire que vous allez sûrement connaître ou entendre parler de personnes qui vont parler de se lancer en freelance, qui vont parler de portage salarial et pouvoir être voilà, cités à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on peut retrouver sur Internet avec des recherches sur ChatGPT. Donc, je vais vraiment donner on va dégrossir une première couche. Et voilà, après, l'idée, ce sera pour vous, au moment de faire des recherches, au moment d'enclencher, on va dire, ces étapes, de savoir plus précisément quoi aller chercher à quel moment. C'est un petit peu l'objectif de la présentation. Je commence avec une première slide un peu plus ésotérique ou d'introduction sur l'entrepreneuriat. Être entrepreneur, ça va être synonyme de liberté, d'autonomie. On casse un peu le lien de subordination avec un patron, notamment. On va choisir quand on travaille, à quel moment on travaille et ce qu'on fait. On prend nos propres décisions. Il y a une dimension de progression rapide. On va devoir apprendre et toucher à tout, apprendre énormément de choses. Ça reste tout un monde, l'entrepreneuriat. Et on va aussi se découvrir soi-même. Donc, c'est extrêmement valorisant pour soi-même et aussi valorisable pour la suite de sa carrière, d'avoir entrepris. C'est l'espoir d'une meilleure rémunération. Donc, par rapport à ça, il y a beaucoup de sociétés, enfin, ça reste difficile, l'entrepreneuriat. Donc, tout le monde n'arrive pas à avoir une meilleure rémunération, mais c'est partie de l'objectif aussi. Quand ça fonctionne, ça peut vraiment exploser. Donc, c'est partie des espoirs de l'entrepreneuriat. Et ça reste un challenge. Il y a l'instabilité, parce qu'on est dans un entre-deux, on n'a pas encore de situation stable, de l'isolement, on travaille beaucoup, on commence à presque se couper de sa vie sociale selon la charge de travail qu'on va avoir. Et c'est aussi des risques, parce que bon, on n'a pas de revenus, on va sûrement investir un petit peu, investir de l'argent pour pouvoir se lancer. Et je pourrais même rajouter un quatrième mot qui serait l'ingratitude. C'est-à-dire qu'on doit s'investir pleinement dans ce qu'on fait, on doit travailler énormément dans l'espoir que ça réussisse, mais c'est pas sûr que ça fonctionne. Alors que ce qui est sûr, c'est que si on s'investit pas pleinement et qu'on travaille pas beaucoup, ça fonctionnera pas. C'est un peu comme la fin d'une partie de poker. On fait un tapis, on a une chance sur deux que ça fonctionne. Je continue. Les trois grands dispositifs juridiques, donc la micro-entreprise, la société et le portage salarial, c'est ce qu'on va voir donc, dans cette présentation. Pour comparer ces statuts, on va prendre 6 angles d'approche. La facilité de mise en place et la gestion administrative qui va avec, l'image professionnelle que cela renvoie, les revenus nets qu'on peut espérer, plutôt le taux de restitution, on va le formuler de cette façon, la protection sociale qui est liée au statut, l'accès au chômage et l'accès au crédit et logement. Vous voyez qu'il y a des aspects professionnels et des aspects aussi personnels pour avoir cet équilibre vie pro, vie perso, parce que ces statuts vont avoir un impact aussi sur ce qu'on fait dans sa vie personnelle. On commence avec la micro-entreprise. L'avantage, ça va être une création, les avantages, pardon. Donc, on va avoir une création qui est facile, assez rapide. On s'immatricule sur le site de l'INPI. Il y a peu de paperasse. On fait une déclaration de TVA et d'URSSAF qui se fait au mois ou au trimestre. Personnellement, quand j'étais en micro-entreprise, je faisais du conseil, je faisais mes déclarations au trimestre. C'était vraiment léger au niveau administratif. Au niveau des charges, on est sur du coup 27% à peu près. Donc, ça reste quand même léger. Ça permet d'avoir un taux de restitution qui est quand même assez haut. Et il n'y a que la micro-entreprise qui peut le proposer. Et il y a notamment une réduction du taux URSSAF, qui s'appelle l'ACRE, pour la première année. Donc c'est comme si au niveau des charges, vous étiez à 18 ou 19% pour la première année. C'est vraiment très très bas au niveau des charges.
Ça va être adapté pour les prestations intellectuelles, pour tester un projet que vous faites à côté, par exemple, de votre activité, de votre CDI, de votre travail à temps plein. C'est adapté pour les prestations en particulier également, sachant qu'il n'y a pas de TVA jusqu'à un seuil, en fait, qui est de 36 800 euros. Ils sont en train de parler de le diminuer en 2026, ce seuil, et il me semble que ça n'a pas encore été validé. Je continue. Au niveau des limites de la micro-entreprise, donc il n'y a pas de droit au chômage, d'accord? Donc, cotisez pas pour le chômage. La petite astuce, c'est si vous êtes déjà inscrit à France Travail au moment où vous créez votre micro-entreprise, c'est de continuer à vous actualiser. Comme ça, si vous faites plus de chiffre d'affaires d'un coup, il y a les allocations qui vont pouvoir reprendre. Petite astuce. La protection sociale est limitée. Donc la partie mutuelle prévoyance, c'est à prendre à côté à vos frais, et notamment après avoir payé votre URSSAF. Donc c'est un peu une double peine, j'ai envie de dire. Sachant que vous cotisez le, le minimum pour la retraite, pas pour la retraite complémentaire. Vous pouvez pas être malade. Donc voilà, on comprend pourquoi il y a très peu de charges. C'est parce qu'en fait, on cotise à rien dans les micro-entreprises. Au niveau de l'accès au crédit, c'est compliqué, même très difficile. Les frais professionnels sont non déductibles. Donc pour donner l'image un petit peu des frais professionnels, quand vous avez votre chiffre d'affaires en micro-entreprise, vous payez vos 30%, j'arrondis, de charges. Et avec ce qui reste, vous allez pouvoir vous rémunérer, payer vos charges, etc. Payer vos achats de matériel, par exemple, votre mutuelle, une facture de restaurant, ce genre de choses. Avec une société ou en portage salarial, il y a ce qu'on appelle des frais déductibles. C'est-à-dire que sur votre chiffre d'affaires directement, on va prélever l'argent, ou plutôt vous allez faire passer vos charges, comme l'achat, par exemple, de matériel, d'un ordinateur, une facture de restaurant professionnel. Et de ces charges, en fait, c'est, pardon, de ce chiffre d'affaires qu'on va payer ces charges. Donc, il n'y aura pas encore eu de taxes dessus. Et avec ce qui reste, on vous fera un salaire. Donc, voilà un peu l'intérêt d'avoir des frais déductibles. Donc, la micro-entreprise qui est spécialement adaptée quand on a très peu de charges. Il y a également un risque de requalification quand on est en micro-entreprise, c'est-à-dire que vous n'êtes pas censé faire plus de 50% de votre chiffre d'affaires avec le même client. Ça, c'est ce que, enfin, on va dire que c'est la règle. Après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Est-ce qu'il y a un lien de subordination? Est-ce qu'on vous impose des horaires de travail, par exemple? La petite astuce par rapport à ça, c'est de préciser sur le contrat que le prestataire, vous, ne doit pas faire plus de 50% de son chiffre d'affaires avec la société cliente. Ça, c'est la petite astuce, sachant que votre client, il n'est pas censé contrôler et vérifier combien de chiffre d'affaires vous faites avec lui en pourcentage de ce que vous faites. Donc, lui il se protège, et comme ça, lui se protège, et vous, si vous faites plus, ben, dans tous les cas, vous risquez rien. Voilà un petit peu. Je continue. Là, SASU, SAS. Donc, ça a une meilleure image professionnelle que la micro-entreprise. La micro-entreprise, ça fait quand même plutôt, ça fait un peu plus jeune, ça fait un peu plus débutant, ça fait un peu plus début en tout cas. Ça fait une personne qui est euh, chez elle derrière son ordinateur. C'est pas forcément vrai, mais c'est une image que ça renvoie. La SAS, ça fait une activité, ça donne vraiment une image de plus structurée. La petite astuce, c'est de mettre un minimum de capital. Euh, Si vous faites une SAS avec 400 euros, une SARL, c'est à peu près similaire. Si vous faites une SAS avec 400 euros de capital, c'est la même chose qu'une micro-entreprise. Ça fait le petit indépendant qui travaille tout seul. Si vous mettez un minimum de capital, 5 000 ou 10 000, il faut avoir les fonds. Mais d'un coup, on a l'impression que vous avez des salariés, que vous avez des locaux, que vous avez investi dans on ne sait quoi. Et ça donne une meilleure image pour travailler avec des grands comptes. Mon retour d'expérience, c'est mon retour d'expérience par rapport à ça. Donc, en portage salarial, il y a une barrière à l'entrée par rapport au décalage de trésorerie. Donc, on a forcément beaucoup d'argent à mettre dedans, il y a beaucoup de capital, donc c'est pas vraiment un sujet par rapport à des grands comptes. Et pour mon activité précédente dans la formation, en fait, j'avais mis 30 000 euros de capital directement et j'ai eu des remarques de Microsoft et Disney quand on avait travaillé avec eux en disant, ah ben ça va, vous avez du capital, on avait peur que vous soyez une toute petite structure avec très peu de capital, une personne seule derrière son ordi. Ce qui était à peu près vrai d'ailleurs, mais voilà, c'est l'image que ça renvoie. Sur la SAS, donc il y a des frais déductibles, comme je parlais tout à l'heure, la possibilité de se verser des dividendes. Si vous pouvez vivre, si vous gagnez beaucoup d'argent, vous pouvez vous verser beaucoup moins que ce que vous gagnez. Une bonne protection sociale, vous cotisez pour la retraite et la retraite complémentaire, et le fonctionnement est plus souple à long terme, donc pour vendre des actions, embaucher ou vous associer. Au niveau des limites de la SAS, donc la création est complexe, beaucoup de procédures administratives. Ça prend du temps. Attention aux
aux startups comme Conto ou Shine. C'est des banques en ligne qui vous promettent votre cabis en 48 heures. C'est faux. En tout cas, pour moi, ça a été faux. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc, il faut le prévoir, il faut le savoir. Si vous attendez votre premier client pour créer votre société, il va y avoir un vrai décalage. Au niveau de la rédaction des statuts, c'est un sujet qui est important, c'est un peu compliqué, ou en tout cas, ça coûte de l'argent pour les changer. Donc, si vous voulez tout faire avec ChatGPT, attention, dès qu'il y a des statuts ou des situations un peu complexes, par exemple, on va s'associer avec quelqu'un, donc on est deux associés, on n'a pas le même pourcentage de parts dans la société, mais on veut que la répartition des dividendes en fin d'année soit 50-50. C'est une situation un peu complexe. Prenez un juriste, prenez un avocat. Donc ça, ça évitera d'avoir des problèmes plus tard. C'est ma recommandation. Dans la SAS, donc on a des coûts de fonctionnement. Voilà, enfin, entre la protection sociale, assurance, ACPRO, mutuelle, compte bancaire, les impôts, etc. Donc, comptabilité, comptable, expert comptable, commissaire aux comptes potentiellement, comme une société classique. Une société, il y a des frais. L'accès au crédit qui reste limité, à moins d'avoir voilà, 2-3 ans de bilan qui sont très positifs, de gagner beaucoup d'argent. Là, ça redevient OK. Le chômage, on ne cotise pas pour le chômage. Et même si on avait des droits en cours, tout s'annule quand on devient président d'une SAS. Donc, il faut retravailler 6 mois en CDI pour relancer le droit au chômage. Donc, il n'y a pas cette sécurité, on va dire, du chômage. Les charges sociales sont élevées, comme n'importe quelle entreprise, à peu près 45% de prélèvement pour les charges patronales et salariales. Et la protection sociale, je viens d'en parler, c'est des choses qu'il faut gérer soi-même, qui sont importantes. Je continue. Le partage salarial. Donc, c'est encadré par la convention collective de 2017 au niveau du fonctionnement. Donc, c'est une relation tripartite. Donc, on a un consultant. Donc, c'est vraiment des missions de conseil. On a un consultant qui va rechercher sa mission, qui va trouver sa mission auprès d'une entreprise cliente, qui va en négocier les termes et activités, donc ce qu'il fera pendant la mission, et également son TJM, taux journalier moyen. Une fois qu'il a trouvé sa mission, il va aller voir une société de portage avec qui il va signer un contrat de travail, généralement un contrat de CDI, et la société de portage va signer un contrat de prestation de service avec le client. À la fin du mois, pardon, À la fin du mois, le consultant va remplir un CRA, compte rendu d'activité. Donc, c'est en gros un formulaire dans lequel on va dire j'ai travaillé tant de jours et on va déposer nos factures. Et la société de portage va émettre en direction du client une facture par rapport à ce qui a été déclaré. Et en fonction de ce chiffre d'affaires généré, elle fera un salaire le plus optimisé possible en fonction de son contexte et de ses objectifs au consultant. Sur les avantages du portage. Donc, il y a ce statut salarié. On cotise le chômage, maladie, on a le droit d'être malade, toutes les mutuelles, RC Pro, etc., prévoyance qui sont prévues par la société de portage, retraite complémentaire. Donc, il y a vraiment cette dimension, tous les droits du salariat et la sécurité qui va avec. Il n'y a pas de structure à gérer, pas de gestion administrative. Donc, c'est assez simple. Il n'y a pas vraiment d'engagement. D'une mission à l'autre, on peut changer de société de portage, c'est tout à fait possible. Donc, une accès facilité au crédit, parce qu'on a des fiches de paye. Voilà. Beaucoup d'optimisations possibles, comme les frais forfaitaires, titres restaurant, CESU, les plans d'épargne, etc. Ces optimisations, elles sont possibles quand on est en société. C'est juste qu'on ne les met pas en place en général, parce qu'on a d'autres choses à faire et on se concentre sur l'activité vraiment business qui génère du chiffre d'affaires plutôt que sur des tickets restaurants. Mais sinon, c'est possible de le faire en société. Un autre avantage du portage, ça reste la garantie au niveau des paiements et l'avance des factures. C'est-à-dire que dans le fonctionnement, nous, on a des garanties financières au cas où on ferait faillite, et des garanties contre les impayés. D'accord. Donc, si le client ne paie pas pendant 2-3 mois, on a AXA qui va nous passer l'argent au niveau des impayés de ce qu'on aurait dû avoir et qui va aller voir le client lui-même pour récupérer cette somme. Donc, c'est des garanties contre les impayés pour maintenir la continuité des salaires. C'est aussi une tranquillité d'esprit. On fait également l'avance aux trésoreries. Nous, on a des délais de paiement de 30 à 45 jours selon les entreprises. Mais on fait le paiement directement à la fin du mois. Donc, c'est une vraie sérénité. Le partage salarial et le dispositif est fait pour ça. Continue, le partage salarial. Donc, sur les aspects moins positifs. Donc, il y a des frais de gestion qui sont entre 4 et 7% de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même un vrai coût, du coup, sur l'année. Il y a des charges sociales donc, qui sont élevées, comme la société, comme n'importe quelle autre société, avec les charges patronales et salariales. Le cadre est plus strict que au niveau des frais professionnels, pardon, que sur une société. Avec une société, alors, portage de société, le micro-ondes,
et la trottinette électrique, a priori, ça passe pas, ça peut pas passer en frais. Mais au niveau des factures de restaurant, par exemple, c'est plus encadré dans le portage salarial. Par exemple, si vous avez une facture de restaurant le dimanche, vous faites un rendez-vous d'affaires ou de prospection, faut vraiment avoir des preuves en portage salarial, une demande express du client, etc., pour que ça passe en frais. Alors qu'en société, ben, si vous avez fait un repas d'affaires le dimanche, ben, il faut pas mentir, mais c'est comme ça passe en frais. Donc, un peu plus strict quand même dans le portage sur ces frais professionnels. Parce que justement, c'est un vrai sujet de contrôle de la part de l'URSSAF assez fréquent. Les limitations. Dans le portage salarial, ça va pas être adapté pour recruter des collaborateurs, pour développer une marque commerciale, sachant que dans le contrat de prestation de service, votre nom sera inscrit parce que vous allez intervenir, mais il y a juste votre nom qui sera inscrit. Il n'y aura pas de marque, euh, notre société ou enfin, de marque. C'est vraiment le nom de la boîte de portage qui va être inscrit principalement. Et pour vendre des produits, c'est des prestations de services, prestations intellectuelles, donc il n'y a pas d'achat-revente. Donc c'est vraiment idéal pour exercer quand on est en freelance. Je décale ça. C'est vraiment idéal pour exercer quand on est en freelance et voilà, on gagne assez pour se dire je peux mettre un peu plus d'argent pour avoir cette tranquillité d'esprit, pas m'inquiéter au niveau des factures, sécurité du salariat, etc., etc. Ce qui va aussi pas mal avec un certain niveau de responsabilité. Quand on a des engagements, quand on a une famille par exemple, potentiellement on peut pas se retrouver avec 5 mois en recherche de mission sans salaire et sans chômage. Donc c'est là où le portage salarial, ça apporte un vrai filet de sécurité. Je continue. Comparatif synthétique des statuts, donc facilité de mise en place, micro-entreprise et portage salarial qui sont assez simples. La gestion administrative, c'est la SASU qui perd. La, la protection sociale, le portage salarial et SASU, ça reste vraiment OK. La micro-entreprise, comme on disait, on ne cotise à rien. Le chômage, donc c'est que pour le portage salarial. Crédit et logement, donc c'est portage salarial principalement et la SASU après quelques années. On commence à se verser vraiment un salaire. Ou la micro-entreprise, si la micro-entreprise, ça fait 7 ans que vous y êtes, que vous gagnez beaucoup d'argent, forcément ça peut devenir OK. Mais voilà, les banques sont peureuses par rapport à ça. Le potentiel de revenu net, où c'est la micro-entreprise qui gagne. Et donc, au niveau du contexte, la micro-entreprise pour un début, pour tester une activité. La SASU pour se structurer et pour avoir un développement où on va embaucher. Et le portage salarial, mission de conseil, moyen long terme, ça va vraiment être très adapté. Euh, Avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez des questions? Enfin, comme on n'est pas nombreux, je peux faire une passe. Si vous avez des questions, je vous laisse prendre la parole. Enfin, une, deux questions peut-être. Oui, j'aurais une question. Donc, Vincent Lefebvre. Vous avez indiqué que dans le portage salarial, on ne peut pas embaucher si on veut, ou alors il n'y a pas un moyen avec la société de portage de pouvoir embaucher avant de rentrer dans une structure SAS, SASU? Hum, alors, si vous avez une mission, par exemple, enfin, si vous êtes consultant en freelance, que vous avez une mission et que dans le cadre de cette mission, vous avez accès à un besoin et que vous voulez recruter quelqu'un, la personne, elle peut également passer par la même société de portage et vous arranger pour avoir une sorte de prime d'apport d'affaires qui se passe dans la société de portage. Ça, c'est possible. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Mais il n'y a pas de lien après entre les deux personnes. Voilà, les deux personnes, c'est deux entrées qui collaborent Voilà, au sein d'une exactement. société. Ok, ça répond à ma Voilà. question. Après, il faudra, au niveau contractuel, en revanche, ça peut pas être vraiment une embauche. Si on dit que que les deux missions sont liées, il faudra avoir deux contrats différents, par exemple. Deux contrats différents qui Ok, peuvent intervenir sur le même sujet. Après, nous, après, en interne, peut s'arranger selon le fonctionnement. est ce que vous ok, décidez entre vous. ça marche. Moi, j'avais une question sur l'intercontrat en portage salarial. Donc, vous dites que si jamais on est 5 mois sans mission, ça veut dire quoi? La société continue en portage salarial à payer un salaire ou c'est juste parce qu'on va être au chômage et à ce moment-là, on est indemnisé par l'assurance chômage? Je n'ai pas bien On compris est cette partie-là. indemnisé, on est indemnisé par l'assurance chômage. D'accord. Il y a Ouais, donc, des au bout de... personnes, pardon, allez-y. Non, 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 c'est bien. D'accord, j'avais bien compris. OK. Ok. Pour rester cut, la société de portage, en soi, son engagement, c'est de prendre votre chiffre d'affaires et de le restituer sous autre forme de salaire, soit avec des frais, etc. Mais c'est de restituer le chiffre d'affaires qui est généré. S'il n'y a pas de D'accord. chiffre d'affaires généré, qu'il n'y a plus rien dans le compte d'activité, la société de portage n'a pas d'engagement à soit verser des salaires, c'est le système du portage.
Et du coup, si la mission va réarriver, va enchaîner assez rapidement, qu'il n'y a pas forcément le temps, qu'il n'y a pas forcément le temps de se remettre au chômage ou que c'est pour 1 ou 2 semaines, ça peut être pertinent de rester dans la société de portage pour pas refaire tout l'administratif. Mais dans le portage salarial, il y a par exemple la mutuelle qui est obligatoire. C'est-à-dire que Mhm. si pendant 5 mois, vous gardez votre chiffre d'affaires et vous le lissez sur 5 mois après la fin de votre mission, il y a quand même la mutuelle qui sera un frais. Ça peut Oui, être 70 euros, mais c'est un frais qui sera continu, donc c'est pas forcément pertinent. En tout cas, ça peut s'étudier. Et c'est préférable d'arrêter de refaire un contrat, en général. d'accord. J'ai une question. Oui, Oui. comment est-ce qu'on fait pour trouver des missions quand on est en portage salarial, par exemple? Parce que moi, je Euh, suis, par exemple, consultant dans une entreprise, c'est l'entreprise qui trouve des missions pour moi en fonction de mon profil, mais en salarié dans une société de conseil, vous êtes? oui, c'est ça, oui. Bon, on a des personnes, par exemple, qui vont parler à la société de conseil en disant, j'ai envie de me mettre en portage salarial. Et donc, en fait, on définit le TJM, etc. Et en fait, la personne salariée reste dans la même mission, mais prend un statut freelance. Donc, soit en portage salarial, soit en entreprise ou soit en société. Ça peut être les trois. Et après, pour trouver des missions, ben, c'est le challenge de tout le monde de trouver des missions. Euh, il y a des petites astuces. Il faut s'inscrire sur des job boards, il faut avoir un bon LinkedIn, contacter des sociétés de conseil, activer un petit peu son réseau. Il y a plusieurs astuces, enfin des astuces, il y a des recommandations et des axes de travail pour trouver une mission. Après, il n'y a pas forcément de recette miracle par rapport à ça. Si vous êtes en portage salarial et vous voulez être en portage, c'est comme si vous étiez en société. Vous prospectez pour vous, votre personne et vos compétences. Et quand une entreprise vous choisit pour une mission, vous dites que vous voulez être enfin, a priori, ça va déjà être en freelance. Et à ce moment-là, vous allez dire, je suis en société, je suis en micro, je suis en portage. Ok, ok, ouais, super. D'accord. C'est bon, c'était bien ça votre question? J'avais bien Oui, compris? oui, justement, par rapport à ça, oui, parce qu'effectivement, en tant que consultant, je crois, il y a des commerciaux, donc, qui, à nos profils et le proposent aux clients, donc, tout cet aspect-là de recherche de mission, on n'a pas forcément ça en visibilité, donc effectivement, faut activer son réseau. Et si on a fait des missions, je pense au préalable, faut activer son réseau par rapport à ça, ouais. Tout à fait. Si vous voulez, à la fin, il y aura mon mail dans la présentation. Si vous voulez, envoyez-moi un petit mail et je vous envoie. On a quelques guides sur la prospection avec quelques astuces. Ça permet ça permet d'avoir déjà ça permet d'avoir une base de travail. Oui. Du coup, n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. Ok, pas de souci, oui. Je continue. Donc, on a fini sur le comparatif des statuts. Donc là, je vais faire une présentation donc, sur ma société. Donc, profil, euh, donc, dimension un petit peu commerciale, je me permets. J'espère que ça vous convient. Donc, notre fonctionnement. Au niveau financier, on a des frais qui sont compétitifs. Donc, on est à 4% et on plafonne ses frais de gestion à 500 euros. Donc, ça peut être intéressant pour les hauts TJM. Par exemple, une personne qui a 900 euros par jour sur un mois complet, ses frais de gestion en ratio, ils sont à 2,78%. Donc, ça commence à être vraiment très bas et compétitif. Dans le cadre de la collaboration avec l'Insalian, les frais de gestion, pour vous, passent à 3% pour la première mission. Donc, voilà, ça, c'est pareil, ça commence à être très compétitif. Euh, et c'est évidemment pour encourager la prise de contact si ça peut vous intéresser. On a un fonctionnement transparent, pas très caché, on est disponible, réactif, etc. Une équipe à taille humaine, donc ça nous permet de vraiment nous adapter à votre besoin, à votre contexte. 100% de satisfaction pour l'instant, on en est très content. Tous les avantages, CESU, plan d'épargne, etc., titre cadeau, facture de restaurant, et l'avance sur trésorerie non facturée. Donc on vous fait le paiement très rapidement à la fin du mois, et nous on assume le décalage de trésorerie parce que avec mon associé, on en avait beaucoup à mettre dès le début. Mes coordonnées, le lien pour un rendez-vous, et je passe à la suite. Dimension plus entrepreneuriat. Euh, donc, les étapes pour lancer l'activité, idem, on trouve beaucoup de choses sur Internet. Je dégrossis juste un petit peu pour avoir les quelques étapes. Valider son idée. Quand on parle de valider l'idée, c'est aller contacter des gens sur LinkedIn ou dans son réseau pour demander ce qu'ils pensent de l'idée. Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un point de souffrance? D'accord? Valider une idée, ça peut être de se dire à quelle population je m'adresse, quel est son problème, son point de souffrance et comment je vais le résoudre. Ça peut être ça. Et voir si c'est possible, si c'est valide. Si par exemple, vous voulez créer une nouvelle marque de costard, par exemple pour hommes, potentiellement une personne va vous dire, mais attention, il y a Zara qui fait des trucs vraiment pas chers, il y a The Couples et Sandro qui ont un super rapport qualité-prix, qui sont extrêmement connus et réputés sur le marché, donc ça va être très compliqué de rentrer. Voilà, c'est ce genre d'informations qui vont permettre de se dire, OK, est-ce que
ça a l'air pertinent de me lancer là-dedans. Ou est-ce qu'on va vous dire, ben, je connais personne qui résout ce problème de cette façon, ça peut être, euh, ça peut être une super idée. Donc, l'important de valider son idée, de parler avec des futurs utilisateurs. La faisabilité, donc voir s'il y a des points bloquants, techniques, financiers, humains. Le statut juridique, on en a parlé. Le financement, on va en parler juste après. Les formalités administratives, on l'a vu. Et la partie lancement et ajustement. On part avec une première idée, avec une première offre. Et après, vous verrez, on ajuste au fur et à mesure par rapport au retour d'expérience, par rapport aux points positifs ou négatifs qu'on va avoir des retours de nos clients, de nos premiers clients notamment. Et on va tester tous les moyens possibles commerciaux de communication jusqu'à trouver celui qui convient et on se lancera dedans. Le business plan, pareil, on trouve tout sur Internet, je vais aller très vite. Ça permet de se projeter sur comment je vais organiser mon activité, comment ça va se passer pour la mise en place, comment ça va se passer pour la dimension démarchage commercial, etc. Ça permet d'apporter une structure et de réfléchir un peu au panel des possibilités. Est-ce qu'on va faire de la communication via LinkedIn? Est-ce que ce sera la publicité Facebook, sur Google Ads? Est-ce que ce sera du démarchage porte-à-porte, par exemple? Ça permet de réfléchir et de commencer à se projeter dans tout ça. La structure, la proposition de valeur, je disais quelle population, quel est son problème, comment on le résout. L'étude de marché, ben, concurrence, voir s'il y a une cible. Si la clientèle cible, c'est une niche de 10 personnes, à voir si c'est toujours aussi pertinent. Ça peut être aussi une zone de chalandise, si on a une boutique par exemple, combien il y a de personnes de passage, combien il y a de personnes dans l'arrondissement, etc. La densité de population, ce sont des indicateurs. Modèle économique, comment on génère des revenus, bon, ok. Et les prévisions financières, donc, bah, ça aide au niveau ça aide à se projeter et à anticiper si on se verse pas de revenus pendant un moment ou qu'on doit investir, à partir de quand on pourra rentrer dans ses frais. Les financements, alors j'ai pas pratiqué moi personnellement, donc je vais être assez synthétique. Pareil, on a tout sur Internet, des sources comme l'apport personnel, les prêts bancaires, les BPI, les aides publiques, les dispositifs de Pôle emploi, etc. Et la partie startup que j'ai pas du tout pratiqué, mais vous avez la petite liste avec les levées de fonds, les business angels, etc. Je passe à la suite. Je suis pas expert de ce sujet, donc j'ai pas envie de trop m'étaler dessus. Je m'arrête là. S'entourer pour réussir. Donc, il y a des structures d'accompagnement, donc l'incubateur, pépinière d'entreprise. Pas hésiter aussi à s'entourer au niveau des amis qu'on peut avoir. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés à parler business, même s'ils ne sont pas forcément entrepreneurs, des gens que ça intéresse et qui ont des bons avis, des bons retours d'expérience, beaucoup de recul, ça peut être vraiment enrichissant. Quand on est entrepreneur, on se retrouve beaucoup seul, beaucoup d'isolement, comme je disais. Et le fait de parler à haute voix, d'expliquer, de présenter quelque chose, de parler de ses problèmes, on est à moitié en train de les résoudre dans sa tête. Les réseaux d'entrepreneurs, les BNI, clubs d'affaires, etc. Alors, c'est pas quelque chose qui me correspond, mais toutes les personnes qui les pratiquent en sont très contentes. Le côté expert et mentor, donc, avocat, expert comptable, ça c'est important sur une dimension technique. Coach business, à voir si ça vous intéresse, mais ça peut être pertinent pour prendre du recul, parce qu'on se trouve vraiment dans son truc, dans son tunnel. Et les partenaires financiers, un petit appel, on se fait bien voir du banquier, on se fait bien voir de la personne qui va décider de savoir si on aura un prix plus tard, pour les rassurer, pour que ça se passe bien au moment où on en aura besoin. Je termine cette présentation avec un petit conseil pratique au niveau des contrats. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez en auto-entrepreneur, en société ou en portage. Le portage, du coup, on s'en occupe, mais faites valider vos contrats. Si vous avez une société, si vous avez des salariés, voilà, quelle que soit l'activité, il faut faire attention aux contrats. Du coup, que ce soit les nôtres ou ceux des prestataires ou des fournisseurs. Il faut bien regarder les conditions de réalisation, les délais de paiement, les responsabilités, etc. Quand tout va bien, c'est super, on s'inquiète de rien. Et ce qui se passe, c'est que dès que ça va mal, c'est là qu'on voit tous les trous dans la raquette et plusieurs problèmes peuvent venir s'additionner. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce travail en amont pour justement anticiper des moments où ce sera plus difficile, où il y aura des problèmes. Se protéger euh, sur la partie mutuelle, prévoyance, etc. Pour l'exemple, j'ai mon petit frère qui a une société qui fait du maison de débarrassage. En fait, il s'est fait opérer à un moment. Pendant 2 mois, il pouvait pas travailler. Et zéro le chiffre d'affaires parce qu'il travaillait seul. Et en fait, c'était super d'avoir une prévoyance à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est le petit exemple, en fait, où il faut penser à ça parce que, pareil, quand il y a des problèmes, ben, on regrette de ne pas l'avoir fait et il peut y avoir des gros impacts. Et les réseaux. Voilà, je termine avec ça, avec le réseau. On garde contact avec les anciens managers, avec les anciens collègues. Pareil, le réseau,
on se rend pas compte de son importance tant qu'on n'en a pas besoin. Donc, je vous encourage à le conserver et et à l'entretenir. Voilà, l'entrepreneuriat, donc c'est une aventure. Toutes les personnes à qui j'ai demandé est-ce que tu es content, est-ce que tu regrettes de l'avoir fait, tout le monde m'a dit non. Je suis très content de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je le referais. Voilà ma conclusion sur cette présentation. Je vous remercie et j'ai arrêté le partage peut-être. Et si vous avez des questions, bah écoutez, je vous laisse me les donner. Moi, Euh, Peut-être une question, donc au niveau de l'entrepreneuriat, euh, imaginons que, enfin, nous, moi, j'étais élève ingénieur à l'INSA. Imaginons que, par exemple, on développe une application aujourd'hui et qu'on souhaite se lancer donc dans l'entrepreneuriat, sachant que bon, on est en France, hein, aux États-Unis, c'est un peu plus rapide, mais comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut, par exemple, enfin, je connais pas tout le processus, mais est-ce qu'on peut, par exemple, aller contacter des startups au niveau enfin, des problèmes juridiques, par exemple, est-ce qu'il faut faire un brevet pour une application, des choses comme ça? Euh, je n'y connais pas tellement dans ce domaine. Alors, je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir un brevet. Je D'accord? pense pas que ce soit nécessaire d'avoir un brevet. En revanche, si vous allez voir des startups, il y aura une clause de confidentialité Oui, certainement à faire signer pour être sûr que votre solution, en tout cas que le problème que vous allez résoudre ne s'ébruite pas. Euh, ce sera pas forcément un brevet à déposer, plus une clause de confidentialité par rapport aux personnes à qui vous allez envoyer votre projet. d'accord. Pour Donc, le on développement peut de juste, l'application, oui, pardon, selon le potentiel de l'application, selon à combien de personnes vous allez vous adresser, est-ce qu'il y a beaucoup d'investissement au niveau technique pour le début? Euh, Soit vous avez les fonds, soit vous avez les équipes, soit potentiellement avoir une structure comme un incubateur, ça pourrait être préférable. En effet, parce qu'ils ont des dispositifs, ils ont des moyens qui permettent d'accélérer toute la mise en place et toute la création. d'accord. Ok. Pas de souci. Merci beaucoup. Je vois Tina qui a moi- dit entre l'EURL et la SASU, si on est seul, euh, c'est. Alors, j'ai pas pratiqué l'EURL, mais en gros, c'est similaire. Euh, Mhm. c'est similaire. On est en freelance. Enfin, il n'y a pas vraiment de différence. On est en freelance. À la fin, enfin, on a un comptable, on a un expert comptable. À la fin, enfin, on fait nos déclarations de TVA, du coup, à la fin de l'année. Et on a, comment ça s'appelle? Et donc, on a un bilan à la fin de l'année avec les charges des produits, on a des frais déductibles. Enfin, c'est assez ressemblant. Ça reste une société pour moi, le URL. D'accord, merci. Et moi, j'avais une question par rapport au portage. Est-ce que Oui. ça fait sens pour gérer des missions ponctuelles, du style faire 3 jours pour une entreprise, ne pas travailler pendant une semaine, ensuite partir pour 2 semaines pour une autre entreprise, après faire un jour par semaine pendant un mois pour une autre entreprise, enfin des missions ponctuelles. Est-ce que ça a du sens ou est-ce qu'on est plus sur des missions de 3 mois, 6 mois, un an? Hum, C'est OK pour des missions ponctuelles. Le truc des missions ponctuelles par rapport au portage, c'est qu'il risque d'y avoir beaucoup Ouais. d'administratifs. Sachant que pour chaque client, on va re-signer un contrat de prestation de service avec Mm. l'entreprise, contrat de travail, en fait, où il faudra le mettre à jour par rapport au chiffre d'affaires qui va arriver et à la rémunération à venir. Donc, ça Mhm. fera beaucoup d'administratifs si on a plein de contrats d'un ou deux jours. En Oui, soi, en soi, c'est possible. d'accord, C'est pas un point bloquant. d'accord. Merci. Messieurs, dames, s'il n'y a pas de dernière question, je vais pouvoir vous remercier pour votre attention et je vais pouvoir, dans ce cas, vous souhaiter une excellente journée.